l'ai dit, la question du numérique est très importante pour le gouvernement. Elle a donné lieu à énormément d'actions, d'investissement du président lui-même. Mais dans le cadre du plan de relance, on a voulu faire, dans le cadre de la préparation de cette France de l'avenir, un élément important, compte tenu du contexte que je viens d'évoquer également. C'est pour ça que le plan de relance prévoit sur les 100 milliards, plus de 7 milliards d'euros pour le domaine du numérique, sachant que ces 7 milliards d'euros ne couvre pas un certain nombre de dépenses sectorielles dans d'autres secteurs, l'agriculture, la culture, etc., qui ont elles aussi des déclinaisons numériques, mais là c'est vraiment purement ce qui est très très identifié comme étant numérique. Cela en fait le deuxième secteur le plus concerné par le plan de relance après les questions environnementales, puisque les questions environnementales c'est à peu près 30 milliards d'euros, le numérique arrive juste derrière avec 7 milliards d'euros. Comment se subdivisent ces 7 milliards d'euros? Il y a un peu moins de 4 milliards d'euros qui iront à l'écosystème de la technologie, notamment au développement des startups françaises. On sait à quel point l'investissement public est une partie importante aujourd'hui du développement de la French Tech. On sait que la French Tech se porte très bien. Pour vous rappeler les chiffres, c'est 2,5 milliards investis chaque année en 2017 dans les startups françaises. C'était 5 milliards d'euros en 2019. On devrait être sensiblement à 5 milliards d'euros malgré le Covid, peut-être même au-dessus en 2020. Et pour la première fois, en premier semestre 2020, les montants levés par les startups françaises ont été supérieurs aux montants levés par les startups allemandes. Et donc, nous sommes en train de confirmer cette place de numéro 1, en tout cas dans l'Union européenne, ce qui s'incarne aussi par les successions de très grosses levées de fonds qui ont été dernièrement annoncées sur Content Square, sur Miracle, October ou encore Sendinblue annoncé cette semaine, probablement des annonces la semaine prochaine. Donc voilà, à la fois les chiffres macroéconomiques et le fait qu'on a aujourd'hui entre 10 et 14 licornes selon comment on compte, et que les 3 quarts d'entre elles ont émergé depuis 2017, incarne le fait qu'on va réinvestir de l'argent pour continuer la dynamique d'accélération. On va investir de l'argent dans les fonds d'investissement avec un objectif, c'est de faire grossir cet écosystème, de faire émerger, ce qui est notre objectif. Comme vous le savez sans doute, il y avait un objectif qui avait été fixé par le gouvernement, par le président lui-même, qui était 25 licornes d'ici 2025. Ce n'est plus un objectif parce qu'on le dépassera. Et que maintenant l'objectif du gouvernement français, c'est de faire émerger, en France et en Europe, des entreprises qui valent 10, 15, 50 milliards d'euros. Je pense que c'est structuré. Il y a une partie de cet argent, 2 milliards d'euros, enfin la moitié à peu près. C'est-à-dire la moitié sur la partie start-up, la moitié dans les 2 ans, sur des technologies critiques, informatique quantique, cybersécurité, d'autres technologies qui font l'objet de présentations dédiées, mais en tout cas, dans les semaines qui viennent, on va présenter un plan quantique et un plan cybersécurité. Là encore, l'objectif, c'est d'investir dans la technologie, d'investir dans les technologies d'avenir, et de faire en sorte qu'on puisse être à la table de la compétition. Premier élément, c'est cette partie très technologique, un peu moins de 4 milliards d'euros. Un peu plus de 2 milliards d'euros seront consacrés à la transition numérique, à la transformation numérique et de l'État. Je pense qu'on vous donnera les chiffres exacts, mais c'est pour donner les grosseurs. Donc c'est 3,8, 2,3, un peu plus de 2 milliards d'euros sur la transition numérique, la transformation numérique et de l'État, et des collectivités territoriales, et des PME françaises. On a changé le titre du secrétaire d'État numérique, puisque je suis maintenant secrétaire d'État à la transition numérique, pour bien incarner que le sujet est un sujet de transition. Oui, il faut faire émerger ces nouveaux changements, mais on a besoin d'accompagner le vieux monde, l'État, les PME, les collectivités territoriales dans leur transformation numérique. Notamment, par exemple, dans les questions étatiques, en tout cas publiques, de l'investissement dans la numérisation du système de santé français. Donc ça, c'est 2,3 milliards d'euros pour aider ces entreprises. Il y a aussi un peu d'argent pour la numérisation qui est compris dans les plans de numérisation aéronautique et automobile. Et enfin, il y a 800 millions d'euros dans ce qu'on appelle le numérique du quotidien, qui consiste en la chose suivante. Il y a aujourd'hui en France
un Français sur 6 qui n'utilise pas l'ordinateur. Un Français sur 3 qui manque de compétences basiques en numérique. Dans les mouvements de colère et de révolte que vous voyez dans l'ensemble du monde occidental, qui se traduisent par le Brexit, qui se traduisent par la montée de la colère dans les sociétés occidentales, par les mouvements de révolte qu'on a pu voir en Amérique du Sud, qu'on a pu voir en France avec les Gilets jaunes, le numérique et la technologie est très souvent identifié comme étant, par une partie de la population, une partie du problème de la transformation de ce monde. Parce qu'une partie de la population se sent exclue de cette transformation. Et donc on a décidé de mettre dans le plan de relance 800 millions d'euros sur 3 choses. Finir de fibrer la France d'ici 2025. 100% des Français auront la fibre d'ici 2025. Former les gens au numérique. Je le répète, il y a encore un Français sur 6 qui n'utilise jamais son ordinateur. Pour ces gens-là, tout ce que nous racontons sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, sur la cybersécurité, c'est une langue étrangère. Et ils se sentent abandonnés par la transformation. Donc on doit apprendre aux gens à créer une adresse email, à utiliser WhatsApp, à faire leurs démarches administratives sur Internet. Et donc on a dédié 250 millions d'euros à cela. En gros, c'est des milliers de formateurs qui vont aller partout en France. Et enfin, dernier élément, dans ces 800 millions d'euros, il y a 300 millions d'euros qui sont consacrés à la formation, à accélérer la formation au métier du numérique. On voit qu'on a une période de crise, il va y avoir beaucoup de jeunes notamment qui vont se retrouver sans solution. On veut former massivement au métier du numérique. Ce sont des métiers qui continuent à recruter. Le numérique a été en France, en 2019, le premier secteur créateur d'emplois. Donc on veut encore accélérer. On a besoin de former plus de gens au numérique. D'abord parce qu'il y a de l'emploi, ensuite parce que ce sont des emplois d'avenir, et ensuite parce que la première difficulté, alors c'était un peu avant la crise, des entreprises du numérique en France, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et donc on veut investir dans la formation. L'objectif, vous l'avez vu, vous le comprenez, c'est voilà, on veut accélérer la transformation numérique du pays avec ce qui est à l'avant-garde, c'est-à-dire start-up, technologie, recherche, grandes entreprises, mais également en faisant en sorte de continuer à garder tout le monde à bord en ayant une partie plus numérique du quotidien ou numérique sociétal et social qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette rupture qu'on connaît dans l'ensemble des grands pays, parce que je pense que c'est une des menaces sociales et démocratiques majeures que d'avoir un système à deux vitesses. Donc on veut faire en sorte que le numérique soit une partie de la solution. Pour que la France devienne champion du monde dans ce secteur, il ne faudra combien de temps? Parce qu'Israël a commencé dans les années 90. Alors dans certains... ce sens-là, alors ouais. pour se rattraper, D'abord, il y a des secteurs où la France est déjà au top niveau mondial. Vous prenez la cybersécurité, ou même le quantique, ou même à certains égards l'intelligence artificielle. Si vous prenez les patrons de l'intelligence artificielle et de la recherche de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley, ils sont tous français. Ils ne sont pas tous français, mais ils sont très nombreux français. Ils sont souvent français. Chez Facebook, chez Google, chez Apple, chez Amazon, chez DeepMind, une partie des patrons sont tous français. Donc, la France n'a pas à rougir de sa position dans le numérique. Maintenant, on peut, et je pense même que vis-à-vis d'Israël, je ne pense pas qu'on est derrière Israël dans le numérique. En règle générale, si on prend la capacité numérique de tout ce que font les entreprises françaises. Maintenant, le sujet, c'est pas Israël. Le sujet, c'est la Chine et les États-Unis. Et donc, la vraie compétition de l'Europe, c'est pas Israël, c'est est-ce que l'Europe dans son ensemble est au niveau de compétition qui est requis pour être dans la compétition mondiale. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais je pense que nous verrons dans les 5 ans qui viennent des entreprises françaises du numérique être non pas des PME du numérique, mais des grandes entreprises. Je pense que dans les 5 ans qui viennent, nous verrons
des entreprises qui valent 20 milliards d'euros. Donc, nous sommes très optimistes, mais c'est une compétition et donc on peut continuer à... voilà. On n'a pas vocation à être numéro 2. Sinon, c'est bon, on parle un peu, on parlait par exemple de WhatsApp, un petit peu plus. On va continuer, la France continuera, comme d'autres pays, à avoir une dépendance quand même de ces, je parle de ces applications. Et en voyant par exemple un problème qu'ils puissent avoir avec Huawei prochainement, ils vont sortir leur propre propre operating system. Operating system. Ouais. Je pense que... Comment ça va jouer je pense que le sujet, c'est pas de savoir si on va faire émerger un Google européen. Je pense que le sujet, c'est que il faut faire émerger les prochains champions. Dans quel domaine, je ne sais pas. Peut-être dans le quantique, peut-être dans la 5G, peut-être dans une application qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est pas de donner les batailles d'hier. Il y a des batailles sur lesquelles les Américains et les Chinois ont très très grosse avance. Bien sûr qu'on peut aller mener la concurrence, mais je pense que le sujet, c'est plus les batailles de demain. Et donc, dans quel domaine il y a des secteurs dans lesquels la France a des très fortes potentialités, parce qu'elle a des très bons chercheurs, qu'elle a un bon écosystème numérique et que par ailleurs elle est assez forte historiquement. L'environnement, les transports, la santé, la sécurité, la logistique. Et donc je pense que dans ces secteurs-là, il y a des nouveaux champions sectoriels du numérique qui vont émerger et que la France a une carte à jouer. Mais notre but, c'est pas de dire, bon bah maintenant on va faire... Les Chinois, ils peuvent se lancer dans une entreprise qui est de faire leur propre operating system. D'abord, c'est très incertain. Alors, on voit la dépendance de Huawei à Android, et je ne suis pas certain, je ne sais plus comment s'appelle l'operating system. Voilà. On est quand même dans une économie totalement interdépendante. Je veux dire, la dépendance... Les Américains sont dépendants de l'Europe sur les équipementiers 5G. Par exemple, donc il n'y a pas que les Européens qui sont dépendants des Américains. Il n'y a pas d'équipementier américain en 5G. C'est une tentative de combler le retard en favorisant les logiques Open RAN, etc. Mais dire que ça réussit, voilà. Donc il y a une brique technologique que les Américains n'ont pas. Il y a des briques technologiques, notamment dans les semi-conducteurs ou dans un certain nombre d'éléments que les Chinois n'ont pas et pour lesquels ils dépendent des Américains et ils mettront peut-être 15 ou 20 ans à combler leur retard. Il y a des endroits dans lesquels nous, on est en dépendance technologique, donc tout le monde est interconnecté. Le sujet, c'est que on veut avoir notre propre autonomie et on veut, dans les batailles qui viennent, pouvoir avoir des acteurs européens. On a raté une partie des batailles précédentes sur les dernières, il suffit de voir l'âge moyen des entreprises du CAC 40 versus l'âge moyen des entreprises du Nasdaq. Et donc on ne veut pas rater les marchés. Sur la question TikTok, je suis plus interrogatif sur une potentielle menace nationale. Donc, les Américains ont pris leur propre décision. Il ne me semble pas que l'Europe ait retenu la même approche. Après, on prend des décisions au cas par cas. On a de bonnes relations avec la Chine. En règle générale, les investissements étrangers sont bienvenus en France et en Europe. Il y a des domaines où on est plus vigilant compte tenu des implications industrielles et souveraines que cela a. Je crois que tout le monde fait cela, que ce soit les Européens, les Américains, les Chinois. Et à faire ces démarches administratives, voire à regarder une vidéo sur YouTube, les questions qui viennent juste après, c'est la question des données, la question des fake news, la question de la parentalité et des écrans. Et donc en fait, on se rend compte que le sujet d'aujourd'hui, c'est pas que les gens, c'est un peu que les gens ne savent pas se servir d'un ordinateur, mais c'est qu'en fait, ils ne comprennent plus rien au monde dans lequel ils vivent. Et donc, on a besoin
pour ces gens-là, pour ces 20% de Français, 15% de Français, de les accompagner au quotidien pour commencer à rentrer par des sujets très 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 basiques et ensuite leur donner la capacité d'être des citoyens autonomes qu'ils n'ont plus. Et donc ça, on a besoin de gens qui aillent le faire. C'est pour ça qu'on est prêt à payer des milliers de gens pour le faire. Premièrement. Deuxième élément, sur la question de la formation, on a déjà notamment pour les personnes qui sont peu qualifiées, on a déjà une très grosse initiative qui s'appelle la Grande École du Numérique qui a été lancée par le gouvernement Hollande. Aujourd'hui, ce sont 12 000 personnes qui sont formées chaque année, qui sont bac ou infra-bac, au métier du numérique. On veut doubler ou tripler ce nombre. Il y a 731 endroits en France qui forment partout, dans les petites villes, dans les grandes villes. Parfois, c'est des promotions de 1, 2, 3 personnes. On doit accélérer. Et on doit le faire partout sur le territoire, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le numérique, il y a des besoins qui cohabitent avec du chômage, même dans les petites villes. On veut vraiment très méthodiquement aller dans les quartiers populaires, dans les quartiers politiques de la ville, dans la ruralité, pour former des gens. Vous avez indiqué et souligné que beaucoup des experts français se trouvent maintenant à Silicon Valley. Est-ce qu'il existe au sein du gouvernement un plan pour faire venir tous ces talents ici en France et qu'ils puissent aider à lancer tous ces projets si ambitieux Alors, le meilleur plan pour ça et le meilleur succès là-dessus, c'est l'ambiance en France autour du numérique. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est un mouvement très important de retour des expatriés français dans le numérique. Puis, mieux, nous constatons un afflux plus important que nous n'en avons jamais connu d'étrangers venant, y compris de la Silicon Valley, de l'Amérique du Sud, un peu moins de l'Asie, mais c'est quand même le cas, en France. Et nous, c'est très important pour nous parce qu'on veut faire un écosystème international. Et le président a annoncé en 2017 la création de ce qui s'appelle le French Tech Visa, qui marche extrêmement bien. C'est aujourd'hui le visa le plus open de tous les pays du monde pour attirer des talents étrangers. Et donc, toutes les startups françaises l'utilisent. Aujourd'hui, pour faire venir quelqu'un de la Silicon Valley, il faut 2 semaines. Day one, le jour où il arrive. Avec toutes les autorisations administratives. 2 à 3 semaines. Et donc, pour nous, de toute façon, c'est très simple. La bataille mondiale pour la technologie, c'est une bataille mondiale pour les talents. Celui qui a les meilleurs talents chez lui, il gagne. Et donc, on constate, grâce à l'essor de la French Tech, grâce à l'image que renvoie le président Macron sur le sujet, grâce aussi, il faut le dire, à une situation américaine plus compliquée pour la technologie et un certain mal-être dans la Silicon Valley à l'égard de la situation américaine en règle générale, grâce aussi au durcissement des règles d'immigration américaines, on récupère énormément, que ce soit des Français ou des étrangers. J'étais hier, la semaine dernière, à Station F, et j'ai croisé une jeune femme qui s'appelle Catherine Barba. Vous ne la connaissez pas. C'est très marrant parce que Catherine Barba, c'est une entrepreneuse qui a fait fortune il y a 5 ans en France, qui est partie à New York. Et je la croise à Station F, elle me dit « Ouais, je suis revenu ». Et elle me dit « Ouais, je me suis dit que c'était le bon moment pour revenir ». Et donc, toute cette... Et il y a un autre élément qui est très intéressant. Il y a encore 3 ou 4 ans, lorsqu'un fonds d'investissement américain investissait dans une start-up française, il lui demandait de déménager son siège social aux États-Unis. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et vous avez vu la success story de Snowflake. Snowflake, c'est créé par 2 Français aux États-Unis. Avec la cotation, ça vaut aujourd'hui, je crois, 70 milliards de dollars. Et il y avait un interview des créateurs de Snowflake qui disait on est parti, c'était il y a 4 ou 5 ans, aujourd'hui on ne partirait plus de France. Parce que tout a changé. Et donc, c'est cette bataille culturelle et d'interprétation qu'on veut continuer à mener. Mahmoud Fernand du quotidien italien Milford. Une question sur la lutte contre le coronavirus et donc notre profil là-dessus.
Mon quotidien vient de lancer en Italie un appel à tous les quotidiens, supporté aussi par le gouvernement et notamment par le ministre de la Santé, afin de promouvoir le téléchargement de l'application italienne Immuni. Votre quotidien fait ça? Oui, a lancé cette initiative. Je vous invite à discuter avec vos collègues français. Ça a été soutenu et probablement demain la plupart des quotidiens donnera un espace à Immuni pour convaincre, on va dire, de plus en plus d'Italiens avec C'est combien d'Italiens? C'est 5 millions? Comment? Les Italiens, c'est 5 millions, c'est ça? 6 millions, plus de 6 millions. Et donc je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette initiative et est-ce que ça pourrait être un modèle aussi pour la France? Et la deuxième question, c'est quel est votre avis sur la stratégie italienne dans la lutte, plus en général, dans la lutte contre le coronavirus, notamment concernant les volets digitales? Alors oui, je pense que c'est une bonne initiative. Je vous invite à convaincre vos collègues français de l'opportunité de le faire. Je pense que la question n'est plus de savoir si c'est utile ou pas utile. On sait que ce sera utile s'il y a beaucoup plus de gens qui le téléchargent. C'est vrai en France, c'est vrai en Italie. En Italie, ça fait 6 millions, ça fait 2 fois la France, mais c'est quand même pas assez. Et que, à l'heure où on se rend compte qu'on ferme les bars, on ferme les restaurants, qui sont précisément les lieux où Stop Covid ou Immuni serait utile, et précisément les lieux qu'on n'a pas envie de fermer, et où on ne connaît pas les gens, on n'a pas de masque, et la propagation du virus est le plus important, parce que j'ai vu qu'on avait, si on va dans un bar, on a 2 fois plus de chances de se faire contaminer, si on va 4 fois plus dans un bar, 2 fois plus dans un restaurant. On a besoin de faire comprendre à nos populations, notamment les populations latines, qui sont un peu plus rétives au sujet, vraisemblablement, puisque chez les Allemands ça marche bien, chez les Anglais ça marche bien, que c'est une condition de notre liberté. Et que c'est un outil pour garder notre liberté de nous voir, d'aller au restaurant et de... Pour le moment, on a des difficultés avec ça. C'est vrai en France, c'est vrai, un peu moins vrai, mais ça reste vrai en Italie, ça reste vrai dans les autres pays. Et donc, on doit travailler sur la sensibilisation du public, et je pense que tout le monde y a intérêt. Que ce soit les médias, les restaurateurs, les entreprises. Donc il faut réussir à travailler à lever les préventions qui peuvent exister. C'est un sujet dont j'ai eu l'occasion de parler à de multiples reprises avec les homologues, notamment mon homologue italienne, aussi mon homologue allemand, mon homologue espagnol, etc. Bon, on a 2 exemples qui sont très bien passés, les Allemands et les Britanniques. Ça montre que, voilà, il faut probablement qu'on recommence à expliquer. Je pense qu'il y a une part de doute, mais que l'exemple anglais et l'exemple allemand montrent que voilà, ça peut marcher. Et donc, et je pense que tout le monde a besoin de se mettre d'accord. Il y a un élément qui m'a frappé quand même. Je ne connais pas très bien la politique italienne, même en digital sur le Covid, à part Immuni. Mais j'ai passé quelques jours en Sicile cet été. Bonjour. C'était très bien, hein. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc j'étais sur la côte ouest. Mais j'ai trouvé quand même que les Italiens étaient plus organisés que nous. Organisés. Et qu'il y avait moins de prévention à l'égard de certaines choses qu'en France. Par exemple, moi je donnais mon nom dans tous les restaurants où j'allais, mon numéro de téléphone et mon adresse email. Personne n'était contre. En France, c'est plus compliqué. Quand j'ai pris l'avion, on m'a demandé de télécharger Immuni. J'ai téléchargé Immuni. En France, c'est à chaque fois, voilà. Et donc, voilà, j'ai vraiment vu par le petit bout de la lorgnette de l'utilisateur et du touriste, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien organisé. Il y a une concurrence actuelle sur l'industrie. On voit que tout le monde est en concurrence. On voit que la France a les mêmes problèmes que les autres, avec la fermeture de l'usine Bridgestone, par exemple. Bon, ben, si on veut faire en sorte que l'industrie reste ici et ou s'implante en France dans un contexte de concurrence mondiale, quel industriel va développer ou implanter une usine en sachant qu'il n'aura pas la 5G? Personne. Et donc, c'est pour ça qu'on assume d'avancer de manière résolue. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas répondre aux interrogations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas éventuellement renforcer les contrôles. Mais se passer de la 5G, c'est une folie. Aujourd'hui, c'est quoi l'infrastructure qui a le plus déployé l'infrastructure au 5G? Pour l'instant, on n'est que dans la phase expérimentale. Il y a 500
500 pylônes, 500 antennes, mais donc c'est vraiment une petite phase expérimentale. Là, suite aux enchères, ce sera Orange qui aura la plus grosse implantation, après c'est SFR, et après, au même niveau, c'est Bouygues et Free. Mais l'infrastructure, je veux dire, les antennes... Les équipementiers? Ouais, équipementiers. Je ne connais pas les parts de marché, mais je dirais comme ça, aujourd'hui, ça doit être 40% Ericsson, 40% Nokia et 20% Huawei aujourd'hui. Parce que Huawei n'est pas chez Orange qui a le plus gros réseau. Huawei doit avoir 30% de Bouygues et 30% de SFR et il n'est pas chez Free. Donc c'est même peut-être... Vous avez une question? Oui, Anna Kowalska, je travaille en Pologne. Je voudrais revenir à cette question écologique 5G, parce que hier encore, je parlais avec une association écologique de chez Tex qui m'a dit que c'est vraiment la catastrophe pour l'écologie. Mais pas pour la raison que vous mentionnez, c'est juste que les gens vont être poussés à consommer beaucoup plus, regarder plus de films sur Netflix, et du coup, total, bilan va être vraiment désastreux. Non, je pense que c'est assez simple. Oui, les télécoms vont consommer plus. Oui, il faut faire un effort, apprendre aux gens à consommer moins. Mais les gens, ils vont consommer plus en 4G ou en 5G. Et si on considère que le problème, c'est la consommation des gens, alors il faut arrêter le déploiement de la 4G et arrêter le déploiement de la fibre. En fait, c'est un non-sens de déployer la fibre en France. Ce n'est pas un problème de 5G. C'est un problème de se dire, si on veut considérer que la manière de brider la consommation, c'est de le brider par les infrastructures, alors arrêtons la fibre. La fibre, c'est une gabegie de consommation. Nous, on considère qu'en règle générale, développer le numérique, ça permet d'économiser de l'énergie. Pourquoi? Parce que les infrastructures numériques consomment plus, c'est vrai. Parce qu'il y a plus d'objets connectés. Mais, par exemple, vous avez besoin de la 5G pour faire le véhicule autonome. Le jour où vous généralisez le véhicule autonome, il n'y a plus de bouchons. Plus de bouchons. Les bouchons, c'est, je pense, un tiers de la pollution atmosphérique française. Vous avez besoin de la 5G pour connecter l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, si vous voulez connecter le drone au tracteur, au système central, au système d'arrosage automatique, pour faire en sorte que vous n'arrosez que là où vous avez besoin, que vous ne mettez que le montant de produits phytosanitaires dont vous avez besoin au centimètre carré près, vous avez besoin de la 5G. Si vous voulez gagner 10-15% de dépenses énergétiques dans la logistique, c'est-à-dire connecter tous vos containers à vos camions, à vos voitures, à vos pôles logistiques, vous avez besoin de la 5G. Si dans la logistique, on gagne 10% du pétrole qui est dépensé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que l'augmentation que vous allez avoir sur les consommations individuelles. Et donc, c'est un non-sens, c'est comme la visioconférence. Si vous considérez que la pollution de la visioconférence est liée à la consommation énergétique des data centers utilisés par la visioconférence, alors il faut arrêter tout de suite la visioconférence. Sauf que si vous considérez que la visioconférence, ça permet d'éviter des trajets en avion et des trajets en voiture, de manière massive, alors il faut développer la visioconférence, même si la visioconférence, elle consomme plus elle-même. Et donc, il y a un impensé total qui est de dire qu'on considère la consommation nette du numérique aux bornes de la consommation du numérique. Il faut regarder les externalités positives. Autre chose, les smart grids. Donc l'avenir des réseaux énergétiques. Pour éviter, pour généraliser notamment les énergies renouvelables. On passe d'un modèle où vous avez des centrales qui alimentent des villes, à un modèle où tout le monde produit de l'électricité. À un moment, c'est une éolienne, à un moment, c'est un panneau photovoltaïque, à un moment, c'est votre voiture qui, la nuit, recrache de l'électricité et le jour en consomme. C'est votre chaudière électrique qui est connectée à votre radiateur. Ça, c'est l'avenir de l'énergie mondiale et c'est la seule manière de faire la transition environnementale. Vous ne savez pas le faire sans la 5G. Parce que pour faire ça, il faut connecter tout. Et donc connecter tout, c'est, oui, il y a une augmentation aux bornes des objets, mais globalement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et donc, nous, on est persuadés que se passer de la 5G, c'est une folie environnementale. Ça, c'est à long terme. À court terme, c'est assez simple. Dans 2 ans, il n'y a plus de bande de fréquences disponible en 4G dans les villes françaises. 5G ou 4G.
Dans 2 ans, vous ne téléphonez plus à Paris. Et donc là, vous avez 2 choix. 3 choix. Soit vous laissez saturer. Inacceptable pour la population. Inacceptable. Soit vous mettez des antennes 4G en plus. Sauf que si vous mettez des antennes 4G à la place d'antennes 5G, vous devez mettre 20 antennes 4G pour une antenne 5G. Et donc, il faut que les gens assument leur position. Si on ne veut pas de 5G, alors on accepte soit de mettre de la 4G en plus, qui consomme 20 fois plus, soit de laisser saturer. C'est le monde tel qu'il existe. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler sur la consommation et sur le fait de la sensibilisation des gens. Aujourd'hui, on ne laisse pas un robinet couler, on ne laisse pas une lumière allumée en partant. De la même manière, on n'est pas obligé de regarder une vidéo en 4K sur son téléphone mobile, ce qui ne change absolument rien par rapport à HD. De la même manière, toutes ces vidéos qui se lancent automatiquement ne sont pas forcément utiles. De la même manière, est-ce que c'est vraiment utile de changer son téléphone tous les 2 ans? Parce qu'il faut se rappeler juste que 4/5 de la pollution générée par le numérique, c'est les appareils. Et donc, on doit travailler sur ça. Mais juguler la technologie, d'abord, ça veut dire qu'il faut juguler la fibre et le 4G, parce que je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Parce qu'on n'a pas besoin de 4G de la même manière, hein. On peut faire très bien des appels téléphoniques en 2G. Ce serait totalement contre-productif. En tout cas, c'est vraiment la vision qu'on a, et on est très très clair sur ce sujet. Écologiste, avec lesquels il n'y a pas de débat de fond. Il y a un débat politique. Parce que quand un maire dit que la 5G c'est pour regarder des vidéos pornographiques dans l'ascenseur, pardon, mais je ne peux pas discuter avec ces gens-là. C'est une vraie anecdote ou vous présentez? Oui, il a dit ça dans un média. Et le maire de Grenoble. Je veux dire, je ne peux pas avoir de débat scientifique avec une entrée en matière comme ça. Je pense que le sujet, c'est que d'abord, quand vous regardez les sondages, une majorité de Français est favorable à la 5G. On peut avoir l'impression dans le débat que, mais une majorité de Français est favorable à la 5G. Et je pense qu'il faut répondre aux interrogations, qu'il faut mener des discussions notamment avec les maires, y compris dans la ruralité, y compris pas dans les grandes villes, pour qu'ils soient bien informés, qu'ils aient l'ensemble des éléments qui sont disponibles, qu'ils puissent demander éventuellement. La France est le pays qui fait le plus de mesures d'exposition aux ondes dans sa rue. On en fait 4000 par an. Bon, s'il faut en faire 5000 pour que tout le monde soit certain qu'il n'y ait pas de problème, on en fera 5000. Donc, je pense que nous, on a la volonté de continuer à mener la discussion, mais par contre, il y a une chose à laquelle on a dit non, c'est l'idée de moratoire. Oui, on veut bien continuer à discuter. On vient bien continuer à discuter, notamment d'ailleurs dans la perspective de l'introduction de la bande 26 GHz, puisque comme vous le savez, tout le monde est en 3, les États-Unis c'est un peu différent, mais sinon tout le monde est en 3,5 GHz. Et il y a peut-être quelques questions qui se posent sur la bande 26 GHz, mais 26 GHz c'est dans 2 ou 3 ans. Donc on va demander des études sanitaires supplémentaires, etc. Donc nous on veut continuer à expliquer, on veut continuer à faire de la pédagogie, mais sur des bases rationnelles. Je ne sais pas discuter avec des gens qui disent que la 5G ça sert à regarder des vidéos porno dans l'ascenseur. Parce que ça, c'est pas la politique, c'est pas du. Mais je ne sais pas si vous avez vu, en fait, je pense que le débat est en train de revenir dans des cadres plus rationnels. Anne Hidalgo a refusé le moratoire de la 5G. Très important. Les maires socialistes, pour la plupart, ont refusé les moratoires. Donc, le débat est en train de